Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Commençons par cette grosse prise des forces de défense et de sécurité nigériennes. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire était face à la presse ce jeudi matin. À l'occasion, le général Mohamed Toumba a présenté à la population nigérienne la saisie exceptionnelle de 500 motos. L'on peut imaginer à qui sont destinées ces motos. C'était donc ce matin dans les locaux de la direction régionale des douanes de Niamey devant nos reporters Asma Oseidou et Nasser Seydou. 500 motos de marque Haoujou, c'est le nombre de motos saisies par la douane nationale en provenance du Togo. Pour ce travail exceptionnel mené par les éléments des forces de défense et de sécurité, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, a tenu à féliciter et encourager l'ensemble des FDS pour ce travail abattu. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur a expliqué les bienfaits fondé de cette saisie. Nous sommes venus nous rendre compte de l'ampleur de cette saisie. Fait quelque chose de plus de 500 motos qui ont été saisies et que ces motos étaient destinées justement pour des intentions funestes, aller renforcer les capacités des groupes armés terroristes pour continuer la déstabilisation et la désolation au sein de la population nigérienne. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à ces forces de défense et de sécurité. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de leur rendre un vibrant hommage et les encourager à persévérer. Ce travail est un travail exceptionnel et nous voudrons le voir perpétuer à tous les niveaux. Il faut que nos forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance, que ce soit ici au niveau de cette frontière sud par laquelle justement ce matériel devrait rentrer en territoire nigérien, que ce soit sur les autres côtés de nos frontières, il faut que cela puisse être une réalité. Le ministre lance un appel à plus de collaboration à l'endroit de la population. C'est un travail qui se fait en commun. Les forces de défense et de sécurité sont là pour cette population. Donc tout naturellement, il faudrait que la population le comprenne et que la population aussi apporte la plus-value dans ce combat sécuritaire qui est un combat commun, un combat national qui est un combat pour tout le monde. Donc je l'appelle aussi à plus de collaboration et qu'ensemble, Inch'Allah, nous allons faire échec à tous ces malveillants qui, tapis dans l'ombre, sont en train de vouloir déstabiliser ce pays par tous les moyens, parce que peut-être ils ont eu à détourner de l'argent de ce pays et qu'aujourd'hui ils se sentent en devoir de pouvoir acheter du matériel et renforcer les capacités de ces terroristes tout simplement parce qu'ils ont perdu un pouvoir. C'est vraiment dommage, mais qu'ils sachent que les forces de défense et de sécurité sont résolues à les trouver où qu'ils soient, à essayer de démasquer toutes leurs tentatives et de faire échec à leurs initiatives malheureuses et funestes. Il urge alors aux forces de défense et de sécurité de doubler leur vigilance dans ce contexte de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Parlons d'une autre saisie, cette fois à Maradi, où c'est l'Office central de répression du trafic illicite et de stupéfiants, au CRETIS, l'antenne de Maradi donc, qui a présenté aux autorités coutumières et administratives de la région la dite saisie. Là, ce sont des médicaments contrefaits qui ont été saisis par la police nationale qui a été encouragée pour ce coup de filet. Hassan Saleh Mustafa nous en dit davantage. C'est une importante cargaison de produits stupéfiants et contrefaits d'une valeur de 12 600 000 francs CFA que l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, Octrice Antenne Maradi, vient de saisir. Le 19 juillet 2024, nous recevions d'une source des informations faisant état de la présence d'une importante quantité de drogue ici même en Maradi.
L'exploitation de cette information nous a permis d'identifier d'abord, puis d'interpeller 4 personnes, dont une femme, toutes de nationalité nigérienne, et de saisir 14 cartons de prépagaline 300 mg dans un domicile situé au quartier Zaria de Maradi. La suite des investigations nous ont permis de saisir 4 autres cartons de prépagaline dans un entrepôt communément appelé Guidon Convoi, situé derrière le marché central de Maradi. Donc ce sont au total 18 cartons de prépagaline 300 mg qui ont été saisis, soit 271 120 capsules de prépagaline 300 mg. Au total, 4 personnes, dont une femme, ont été mises aux arrêts dans cette affaire. En cas d'inculpation, ces personnes pourraient être sévèrement sanctionnées conformément à la loi en vigueur. Le parquet d'instance de Maradi tient à rassurer la population de la ville de Maradi qu'une poursuite pénale et un réquisitoire à la hauteur de la gravité de l'acte leur sera réservé. S'ils seront reconnus coupables, ce sont des peines graves, conformément à l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger. Ces malfrats, si le tribunal leur rend coupable des faits à eux reprochés, encourent des peines allant de 10 à 20 ans et des amendes pénales pouvant aller de 1 million à 20 millions de francs CFA. Cet exploit réalisé par l'antenne Ortis Maradi a été vivement au solde de ceux qui n'apprécient pas ce qui se passe au Niger, ont préféré s'attaquer à notre jeunesse à travers effectivement le trafic et la mise à disposition, la vente des drogues. Il ne faut pas se casser la face. Au-delà d'intérêt mercantiliste pour les trafiquants, quelque part, c'est un pays qui apprécie mal ce que nous faisons aujourd'hui. Peuvent se servir de ces trafiquants pour détruire notre jeunesse. Quant au sultan de Katsina, a lui saisi l'occasion pour encore appeler la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans leur mission. Duk wanda yake mazaunin ƙasa ko ina shi ko birni yake ko karkara yake da ka lura da irin wannan in wurin mai gari ne za ka kashe ka gaya mashi in wurin mai unguwa ne za ka kashe ka gaya mashi inda akwai komisariya ko shago. Nous soutenons les forces de défense et de sécurité dans ce combat et nous demandons également à toute la population de dénoncer tous les suspects afin de le mettre hors d'état de nuire avant même de porter préjudice à la société. Abu ne wanda ciwo ne yau, ciwo ne wanda ya kamata mu yi tsayin daka. Et aux jeunes, nous leur demandons d'éviter ces pratiques malsaines qui pourraient être nuisibles à leur santé. Cette saisie témoin de l'engagement et de la détermination des autorités locales à mener une lutte sans merci contre les trafics illicites de stupéfiants. Poursuivons la série de reportages sur l'incivisme fiscal et la TVA initiée par la rédaction de la télévision Labari. Ce soir, nos reporters se sont penchés sur la question de la redevabilité citoyenne, un sujet abordé par Adam Soumana et Sadou Doumi en collaboration avec le président de l'ANC2. Suivez plutôt. Acte de citoyenneté responsable, l'acquittement du devoir fiscal se pose avec acuité chez bon nombre de concitoyens de nos jours. Pourtant, il est question de redevabilité vis-à-vis de sa nation. En tant qu'institution leader dans la chaîne de mobilisation des ressources internes, cette institution mérite une attention particulière et de l'État et de tous les citoyens parce que la clé de la souveraineté dont nous parlons passe
indubitablement par la capacité de l'État à créer les conditions d'une mobilisation interne de ses propres ressources. Aujourd'hui, on parle de crédibilité internationale, de retour des bailleurs du fonds, des systèmes des Nations Unies, mais toute cette crédibilité en réalité repose sur la capacité de l'État à honorer ses engagements à travers les ressources internes qu'il mobilise. La redevabilité du contribuable n'est rien d'autre que la responsabilité du contribuable dans le cadre du paiement régulier de ses impôts et taxes. La redevabilité du contribuable sur l'impôt n'est rien d'autre que la responsabilité que chaque contribuable a d'aller verser l'impôt qui représente la part de contribution des citoyens au nom de l'État. La NDC, faisant du civisme fiscal son cheval de bataille, n'entend pas baisser les bras face à cette situation. Au nom de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous invitons et nous osons espérer que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, fera en sa qualité de premier contribuable nigérien l'exemple en termes de paiement d'impôts et taxes, si tel est que il dispose des revenus en termes d'habitation ou de baux professionnels, ou en tout cas baux d'habitation, baux professionnels, ce que les gens appellent l'impôt foncier, ou tout autre revenu selon la nature de l'impôt qui est assujetti, et que publiquement, au nom de l'exemple, du besoin de la visibilité et de la communication, nous avons, en tant que citoyens, vu, observer notre notre père de la nation accomplir cette obligation fiscale. Je crois que la DGI, il donne à la DGI la clé de sa mission, parce que plus personne au Niger ne peut se soustraire et ne peut vouloir se résoudre à se soustraire dans le paiement de ses obligations fiscales. C'est pour cette raison que nous avons approché la Direction générale des impôts dans le cadre de l'édition 2024 de la Journée nationale du contribuable, que le thème de cette édition, c'est patriotisme fiscal, allié de la souveraineté nationale. Tant qu'il n'y a pas de patriotisme fiscal, la souveraineté dont nous parlons restera toujours encore théorique. Ainsi donc, chaque citoyen doit se dire qu'il est redevable vis-à-vis de son pays et s'acquitter sans pression aucune de son devoir fiscal. Santé publique dans la Bari Info Soir pour parler des éventuels risques de contamination des maladies cardiaques. Ces risques existent-ils vraiment? Pour le savoir, nous avons posé la question à un spécialiste, j'ai nommé professeur Ibrahim Ali Touré, il est cardiologue. Généralement, ces maladies cardiovasculaires ne sont pas contagieuses. L'hypertension n'est pas contagieuse, le diabète n'est pas contagieux, la goutte n'est pas contagieuse, mais il y a des formes qui sont des formes héréditaires. Par exemple, ici au Niger, on a fait des études, on a vu, particulièrement dans des familles où beaucoup de gens sont hypertendus, où beaucoup de gens sont obèses, où beaucoup de gens ont l'hypertension et le diabète. Si c'est la mère qui est hypertendue diabétique, il y a beaucoup je ne dirais pas de chance, mais de malchance que parmi les enfants, il y ait aussi des diabétiques et des hypertendus. Si c'est le père seulement aussi, ça peut arriver, mais beaucoup plus la mère. Et si c'est les deux parents, le risque est plus élevé. Donc, si c'est la mère seule, on a à peu près un enfant sur 4. Si c'est le père, un enfant sur 6, mais si c'est les deux, c'est un enfant sur 3, un enfant sur 2. Donc il faut faire attention dans les familles où il y a des diabétiques et des hypertendus. Il faut que les enfants soient contrôlés tôt et qu'ils prennent des précautions à temps pour pouvoir le prélever. Donc ce n'est pas des formes contagieuses, parce que le problème, c'est que les gens ont tendance à manger ce que les parents mangent. Or, c'est ça qui les a rendus hypertendus et ou diabétiques. Et si une jeune fille voit comment la maman prépare à la maison, la maman étant hypertendue et diabétique, quand elle va se marier, elle va aller chez elle et elle va continuer les mêmes habitudes qu'elle a apprises avec la maman. Donc, si elle aussi ne prend pas de précautions, elle va transmettre à ses enfants, à sa famille, etc. Et c'est comme ça que c'est transmis. Donc, en fait, c'est des mauvaises habitudes qui sont prises et qui sont répétées pour parler surtout les mamans.
Vous voyez, quand la femme est en grossesse, elle prend des mauvaises habitudes. Et des mauvaises habitudes, quelquefois elle change de goût, elle aime manger le banco, quelquefois elle aime des goûts salés, des goûts sucrés. Tout ça, elle mange, mais elle ne sait pas qu'elle le transmet à son bébé, à son enfant. L'enfant aussi va naître en disant « Ah, quand j'étais dans le ventre de maman, là, elle mangeait des choses qui goûtaient bien, c'est sucré. Ou qui c'était très salé. Moi, là, il faut que j'aille chercher ça aussi. » Donc, il va prendre les habitudes de la maman. Et en grandissant petit à petit, on finit par avoir des maladies qui sont malheureusement des maladies qui, à la longue, vont se transmettre comme ça. Ce n'est pas parce que c'est héréditaire, mais c'est les mauvaises habitudes qui sont répétées par les enfants et les descendants se répètent et répercutent ça de père en fils ou surtout de mère en fille et elles ont tendance à avoir les mêmes inconvénients et donc les mêmes maladies. Voilà les explications pertinentes de professeur cardiologue Ibrahim Ali Itouré. Une autre maladie chronique, nous allons en parler. Cette fois, il s'agit du rhumatisme qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Une maladie qui peut frapper à n'importe quel moment, mais surtout à n'importe quel âge, même si beaucoup veulent seulement la lier à la vieillesse. Sakina Gazibo et Soumel Abdoulaye nous en disent davantage. Les rhumatismes touchent des millions de personnes à travers le monde, causant douleur, raideur et parfois même un handicap permanent. Dr Sisfana Tamoussa nous édifie davantage sur la maladie. Le rhumatisme, c'est une atteinte articulaire qui peut être de plusieurs causes. Donc là, on va voir, je pense par la suite. Mais ce que les gens doivent comprendre, quand on dit rhumatisme, il y a beaucoup de choses. Ça peut être une atteinte articulaire qui est dégénérative, ça peut être une atteinte articulaire qui est inflammatoire. Donc, si on dit rhumatisme, il faut voir les causes. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une atteinte des articulations et du tissu conjonctif globalement. Le rhumatisme a plusieurs causes, si on peut dire, il y en a plusieurs types. Donc on va aller en fonction des types. Donc il y a le rhumatisme qui a une cause dégénérative, comme l'arthrose par exemple. On a les rhumatismes qui sont inflammatoires. Quand on parle d'inflammatoire, il y en a, je vais parler de deux grands groupes. Les rhumatismes inflammatoires aigus, ça c'est le cas des atteintes microcristallines, comme la goutte par exemple. Il y a les rhumatismes inflammatoires chroniques, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde, qui est le plus fréquent de ce groupe-là. Donc il faut aussi parler dans ce groupe des arthrites juvéniles idiopathiques qui touchent les enfants. Ainsi, Dr Fanat explique les symptômes ainsi que les traitements qui sont disponibles. C'est un patient qui va venir, qui se plaint de douleurs, soit articulaires, avec ou sans gonflement, des douleurs musculaires, qui soient aiguës ou chroniques, avec ou tuméfaction, des douleurs articulaires, comme par exemple au niveau de l'épaule, dans le cadre des tendinites. Donc, ce sont surtout ces symptômes-là qui amènent les patients à consulter. On fait des traitements physiques, à part les traitements médicamenteux, c'est ça qui fait appel à la physiothérapie ou à la kinésithérapie. Pour les cas des rhumatismes, le traitement symptomatique est là, comme j'ai eu à le dire, le traitement symptomatique, les antalgiques, les anti-inflammatoires, stéroïdiens, non stéroïdiens. Et il y a le traitement de fond aussi dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, on utilise le méthotrexate qui est le traitement de base, qui est la pierre angulaire du traitement dans la polyarthrite rhumatoïde. Une malade atteinte du rhumatisme nous partage son histoire. Ça fait longtemps. Actuellement, j'ai combien d'années? Ça fait longtemps. Hein. Parfois, c'est
La maladie, c'est surtout quand on mange la viande. C'est pas goutte, mais moi je me demande qu'est-ce qui se passe. Ou bien on a en même temps l'arthrose et la goutte. Mais la maladie s'appelle l'arthrose. Alhamdulillah, au début, je ne boitais pas. Petit à petit, quand je ne viens plus à l'hôpital, c'est en ce moment que j'ai pris la canne. Mais lorsque je suis venue, alhamdulillah, maintenant ça va. Bien que le rhumatisme soit une maladie chronique, la recherche continue d'apporter de nouveaux traitements pour améliorer sa prise en charge. Avec un diagnostic précoce et une gestion adaptée, il est possible de vivre pleinement malgré la maladie. Ce journal sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez d'autres informations. En attendant, le programme se poursuit sur la télévision Labaye, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.